À un certain point de non-retour, il n'y aura que deux solutions, soit un carnage, soit on accepte de faire des concessions et il y aura un communautarisme. Alors, on sous-estime énormément l'influence des frères musulmans dans notre pays. J'étudie cette question depuis 1992, mes premières études de sciences politiques à Aix-en-Provence. On avait une option monde arabe à Sciences Po Aix-en-Provence et on suivait les cours du fameux Bruno Etienne, qui fut le maître de thèse de Gilles Kepel. Et ensuite, j'avais suivi les travaux de Gilles Kepel dans son DEA, à l'époque on appelait ça DEA, à Sciences Po Paris. Donc j'avais beaucoup étudié cette question en tant qu'étudiant, mais surtout dans mon premier livre en 1997, Islamisme, États-Unis, c'était un très gros livre, il y avait la moitié du livre sur la politique étrangère américaine pro-islamiste et l'autre moitié sur la subversion des frères musulmans et des groupes salafistes. Il y avait un gros paquet sur les frères musulmans et je faisais l'état des lieux de tous les pays d'Europe. J'ai approfondi cette étude dans Guerre contre l'Europe quelques années plus tard, en l'an 2000, Guerre contre l'Europe. À chaque fois dans mes livres, je mettais un état des lieux de la menace islamiste dans les pays européens, y compris Hollande, Belgique, Angleterre, Allemagne, etc. C'est pas pour faire du moi-je, mais c'est pour vous montrer que c'est pas nouveau. Et dans les années 97-98, quand j'avais fait un stage de titularisation au secrétariat général de la Défense nationale, j'étais en train de devenir fonctionnaire, je faisais des notes sur les frères musulmans. Comme le SGDN est une structure interministérielle, je m'appuyais sur des notes des services de renseignement intérieur. À l'époque, c'était la DCRI. On avait énormément de dossiers qui alertaient sur la menace des salafistes formés à Médine et d'autre part, la menace des frères musulmans qui, eux, étaient là depuis les années 60 à partir de la Suisse et de l'Allemagne, mais aussi du Millî Görüş turc qui, lui aussi, était très présent depuis les années 70. Donc, vous voyez, les salafistes, c'est des années 80-90. Les frères musulmans, leur subversion à partir du centre islamique de Genève, de Saïd Ramadan. Pour nos auditeurs, le centre islamique de Genève, qui était la base des frères musulmans en Europe, elle a été fondée dans les années 60-70. Enfin, les premiers frères musulmans arrivent à la fin des années 60-70, dans le cadre des persécutions sous Abdel Nasser. Ils restent là quand Anwar el-Sadat arrive au pouvoir et qu'il réhabilite les frères musulmans. Ils ont compris qu'il y avait des immigrés qui commençaient à arriver en Europe en masse, donc ils étaient restés pour les récupérer. Si au départ les frères musulmans sont arrivés en Europe avec Saïd Ramadan, le beau-fils du créateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, son beau-fils c'est le père de Tariq Ramadan qui s'appelle Saïd Ramadan. Et les enfants de Saïd Ramadan ont continué le centre islamique de Genève, mais Saïd Ramadan faisait aussi une thèse en Allemagne en même temps. Donc dans ces années 60-70, on a des frères musulmans qui arrivent en Europe, y compris des gens parmi les fondateurs et la famille du fondateur. Ils essaiment en Allemagne et en Suisse, puis la Suisse n'est pas loin de Lyon, le virus va arriver à Lyon, puis en Hollande, puis en Belgique, Europe du Nord, puis Lille, Marseille en dernier bizarrement, toutes les villes de France avant Marseille. Et ces frères musulmans, contrairement aux salafistes qui prônent le repli total, une vie parallèle où on ne fréquente pas les infidèles, les frères musulmans, eux, ils disent on va faire de l'infiltration et de l'entrisme. Et comme en Égypte à l'époque de Hassan al-Banna et même de Saïd Qutb, on va faire de l'infiltration, de l'entrisme dans l'éducation. On va investir l'éducation, les syndicats, les salles de sport, les milieux associatifs et même les milieux politiques, mais pas en avançant avec notre vraie face, masquée. On va s'infiltrer dans un parti de droite, dans un parti de gauche. Ceux qui ont créé des partis islamistes aujourd'hui en Europe, c'est surtout des milieux turcs, proches des ambassades et des consulats turcs, les milieux de Diyanet, le ministère des religions turques, qui est représenté par les DİTİB, c'est les structures consulaires à l'extérieur de la Turquie, soit le Millî Görüş. Souvent, ce sont des milieux turcs associatifs qui ont créé des listes islamiques. Par contre, les frères musulmans, leur doctrine, c'était fondre dans la masse et infiltrer un parti politique afin d'être un lobby à l'intérieur du parti politique. Pareil, contrôle des salles de sport, boxe, handball, etc. Football, beaucoup football, dans beaucoup de banlieues, énormément de football. Une progressivité toujours, c'est jamais direct, c'est la cuisson du homard, on ne le voit pas trop arriver. Et donc, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, cette stratégie a porté ses fruits puisque les frères musulmans ont l'air d'être nulle part. Si vous remarquez, bon, ils ont 150 mosquées, mais qui ne sont pas toutes vraiment fréristes. C'est les frères qui ont fait venir autour d'eux des gens qui nient être des frères. Donc l'avantage des frères musulmans, c'est qu'ils n'apparaissent pas ouvertement. Il n'y a pas une structure en France qui s'appelle Frères musulmans. On a l'Union des organisations islamiques de France qui est devenue Musulmans de France. L'idée des frères musulmans,
c'est de ne pas apparaître comme une structure des frères musulmans hiérarchisés, c'est d'être les musulmans de France. Quand vous affirmez musulmans de France et que vous dites à un frère musulman, oui, votre organisation prône l'infiltration, la subversion, le frère musulman répond, nous ne sommes pas une structure qui infiltre, puisque nous n'existons pas comme vous nous décrivez. Ce que vous décrivez n'existe pas. Nous nous appelons frères musulmans parce que les musulmans sont des frères entre eux. Mais nous n'avons pas de structure et nous n'obéissons à aucune hiérarchie. Donc c'est très malin, la structure des frères musulmans s'est fait oublier comme structure. Elle est ultra décentralisée, elle n'est même pas décentralisée, elle est carrément atomisée. Vous détruisez une cellule des frères musulmans, ça n'affecte absolument pas les autres. Car il n'y a pas un système pyramidal, ce n'est pas une pieuvre, c'est plutôt une étoile de mer. Vous coupez une branche, ça ne nuit absolument pas aux autres branches, qui continuent à être tout à fait autonomes. Et donc ça, c'est la stratégie d'infiltration et d'entrisme des frères musulmans. Alors, ce n'est pas pour amener à moi, mais j'ai écrit des livres depuis très longtemps, comme je le disais, mais même un livre un peu plus récent, 2018, Le Projet, coécrit avec Emmanuel Razavi. Le Projet, c'était un opuscule des frères musulmans qu'on a retrouvé dans la banque des frères musulmans en Suisse, à Lugano, la Taqwa Bank. Et cette Taqwa Bank, dirigée par Youssef Nada, quand elle a été perquisitionnée après le 11 septembre, parce qu'il y avait des liens avec des gens d'Al-Qaïda aussi, ce qui montre que les frères musulmans ne sont pas toujours étrangers au djihadisme, on a retrouvé un opuscule écrit par un des grands cadres historiques des frères musulmans, Youssef Nada, président fondateur de la Banque des frères musulmans en Suisse, qui s'appelait Le Projet. J'en ai fait un livre qui s'appelle Le Projet, et en sous-titre, il y avait la stratégie de conquête et d'entrisme des frères musulmans en Europe. C'est exactement ce que dit ce rapport. Alors, je ne prétends pas qu'il m'ait lu. Je pense que beaucoup ont lu mes travaux parce que j'ai été un des premiers il y a très longtemps, mais j'ai aucun mérite. Il y en a d'autres avant moi et après moi. C'est très bien qu'ils aient utilisé ce terme, mais c'est pour vous montrer que si les services de renseignement, moi, c'était pas moi qui suis à l'origine, mais quand j'étais au SGDN, nous recevions déjà des milliers de notes de la DCRI et d'autres services qui alertaient sur les salafistes, qui gangrénaient les banlieues à partir de prédicateurs médinois et qui alertaient sur le centre islamique de Genève et sur les structures des frères musulmans qui commençaient à essaimer dans les années 80-90 partout, dans toute l'Europe, et on donnait toutes les villes, et même il y avait même des cartes. Parfois, on faisait des notes pour le secrétaire général de la Défense nationale. Régulièrement, il y avait des notes qui lui remontaient, il y avait des espèces de réunions. Le secrétaire général recevait des notes avec même des cartes où il y avait la cartographie des cellules des frères musulmans, comment ils infiltraient les clubs de sport, comment ils fanatisaient les jeunes, et déjà ils utilisaient l'islamophobie comme thème qui est très intelligent, parce que si vous faites croire à tous les musulmans de France que quand ils ont un problème avec un caissier, avec un contrôleur, un flic, un CV qui n'est pas accepté, un rendez-vous professionnel qui n'est pas honoré, un licenciement, une mauvaise note à l'école, c'est la faute des islamophobes. L'idée, et comme il nous arrive tous des problèmes, même moi, j'ai été un cancre, et j'ai eu très souvent des mauvaises notes à l'école, et j'ai eu souvent des punitions à l'époque où à l'école c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Si j'avais été un musulman, aujourd'hui, si je fréquente les frères musulmans, je me dirais, ben voilà pourquoi j'ai reçu des gifles, des coups sur les doigts, des punitions au coin, parce que je suis musulman. L'avantage quand vous écoutez les frères musulmans, c'est que vous ne remettez pas en question. S'il vous arrive un problème dans la vie, c'est parce que tout le monde est islamophobe. Donc la stratégie que dénonce ce rapport, je ne veux pas ramener que à l'histoire des frères musulmans ou à moi, mais le rapport dénonce l'entrisme, la volonté, ce qu'a dit Rotaillot, ce qui est vrai. Le programme des frères musulmans, à terme, a pour but de rétablir le califat, le tamkin planétaire. Le califat, c'est l'objectif final, la conquête, le règne de la charia sur la face de la terre, sur toute la face de la terre. Donc le programme des frères musulmans, dans les textes fondateurs de Hassan al-Banna, de Youssef Qaradawi, qui n'est pas fondateur, mais qui a été un des grands piliers des frères musulmans, et aussi d'un des plus grands prédicateurs des frères musulmans qui a succédé à Hassan al-Banna, qui a failli être le guide suprême, Saïd Qutb, les textes de ces grands jurisconsultes ou fondateurs des frères musulmans, donc al-Banna, Saïd Ramadan, le fameux président de la Taqwa Bank, Youssef Nada, mais aussi Qaradawi, tous ces grands idéologues ou fondateurs ou cadres des frères musulmans, ont tous écrit que l'objectif final, c'est la soumission de l'humanité au califat islamique qui sera la structure impériale qui fera régner la charia sur toute la face de la terre, les pays musulmans comme les pays non musulmans. On a des discours célèbres de
Qardawi, qui était devenu qatari, un Égyptien devenu qatari, qui est allé au congrès du Bourget jusqu'à 2012. J'en avais parlé au ministre Guéant à l'époque en lui disant que c'était très dangereux de laisser les frères musulmans être libres, qu'ils récupèrent leur grand rassemblement musulman du Bourget chaque année. C'est incroyable. Qardawi, qui a écrit un livre, Le licite et l'illicite, en vente libre en France, qui explique les endroits du corps où un homme peut frapper sa femme lorsqu'elle désobéit. Un livre qui donne les 3 raisons pour lesquelles un musulman peut tuer quelqu'un. L'adultère, le blasphème, donc ce qu'a fait Samuel Paty méritait la mort, l'apostasie. Ce livre qui incite à battre sa femme, à donner les endroits où on cogne, et qui donne les 3 raisons pour lesquelles un musulman peut tuer quelqu'un, ce livre, c'est le best-seller, pas de n'importe qui, du cadre frères musulmans qui est à l'origine de toutes les associations des frères musulmans en France et en Europe, notamment l'UOIF, notamment le Centre Saint-Léger du Fourgeret, à Château-Chinon, qu'on appelle Institut des sciences humaines. Ça fait très sérieux, Institut des sciences humaines. En fait, c'est des prédicateurs qui vous expliquent qu'en attendant que la charia règne sur toute l'humanité, il faut une charia de minorité, une séparation des communautés, un communautarisme, ce que Macron a justement appelé le séparatisme islamiste. Tout cela se fait avec les textes, la bénédiction et le patronage de quelqu'un qui estimait qu'on pouvait tuer quelqu'un pour 3 raisons. Il vous expliquait comment cogner sa femme. Il expliquait aussi qu'un jour, l'islam devrait régner sur Rome. وهو فتح رومية ومعنى هذا أن الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى ربما يكون الفتح القادم إن شاء الله هو فتح الدعوة والفكر ليس من الضروري أن يكون الفتح بالسيف يعني قد نفتح هذه البلاد بدون جيوش نريد جيوش من الدعاة والمعاد. D'ailleurs, dans d'autres vidéos, il incite au suicide djihadiste à Gaza comme en Irak. Il incite même des mères à envoyer des enfants handicapés se faire sauter comme djihadistes. Donc on voit bien que l'homme, et je répète, c'est pas n'importe qui Qardawi, c'est l'homme qui est la référence juridique suprême jusqu'à aujourd'hui des associations, des mosquées, des imams et des centres frères musulmans en Europe. Et enfin, il y a une vidéo qu'on peut retrouver sur Internet où il vante Hitler. تأديب كان تأديب هتلر ما فعل بهم وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم وكان هذا أدبا إلهيا تأديبا إلهيا عقابا قدريا لهؤلاء والمرة القادمة إن شاء الله ستكون على أيدي المؤمنين. C'est cet homme-là qui est la référence suprême des frères musulmans. Rien que pour ça, et c'est ma conclusion, et j'en arrive aux propos pour rebondir sur ce que disaient Retailleau, Darmanin ou d'autres, et même certains députés de la Macronie qui ont suggéré ces jours-ci d'interdire les frères musulmans. Les frères musulmans promeuvent l'antisémitisme dans beaucoup de textes historiques fondateurs. Leur référence suprême en Europe estime que Hitler doit être continué. Son travail doit être poursuivi. On estime que la femme doit être battue et qu'un blasphémateur et un apostat doit être tué. C'est-à-dire que rien que par rapport à leurs textes fondateurs, aux déclarations, aux écrits et aux livres, comme le fameux livre « Le licite et l'illicite » de Qardawi, rien que par rapport à tout cela, il serait facile, dans la loi existante, d'interdire toute personne qui se réfère à l'idéologie des frères musulmans ou qui est liée à cette organisation. La loi le permet. Quelqu'un qui incite à la mort, à l'infériorité d'une race ou d'une religion ou d'une minorité, au fait de battre sa femme, ou que des gens soient inférieurs par le sexe ou la religion, et bien sûr l'incitation au djihad et au terrorisme, tout cela est condamné par la loi et on a le droit d'interdire toute idéologie qui se réfère à ça et d'interdire son financement et de supprimer les associations, souvent qui détournent d'ailleurs la loi 1901 alors que la loi 1901 ne doit pas financer le culte. Parenthèse, c'est la loi 1905. On pourrait dissoudre plein d'associations qui travaillent à fanatiser nos musulmans en leur disant qu'ils sont victimes d'islamophobie. Et du coup, cet entrisme par le foot, le sport, l'éducation, les associations, mais aussi les mosquées, mais aussi le discours politique avec des infiltrations et des alliances avec l'extrême gauche ou les wokistes. L'idée, c'est de paranoïser le musulman. Et c'est vrai que si le musulman croit que tout le monde lui en veut, et moi j'en veux pas aux musulmans qui tombent dans le piège, j'en veux aux dirigeants occidentaux qui ont laissé faire cette contamination. Parce que si je suis un musulman moi-même, et que j'ai l'impression qu'il y a des anti-musulmans partout chez les mécréants,
Je vais concevoir une haine du mécréant, et si je ne suis pas violent, ben je vais tout simplement, plutôt que de faire la guerre, je vais me replier. Je vais dire, bon, comme je n'ai pas envie de tuer du mécréant, comme les djihadistes, je vais faire un repli communautaire. Il faut que je me différencie du mécréant. Je ne dois pas me mélanger à lui. Je dois le voir juste au boulot, et encore. Et je ne dois pas mettre mes enfants dans ces écoles impies, infidèles. Et donc, cette paranoïsation, en fait, permet de couper le mécréant du musulman. Ça permet le séparatisme islamiste. Et c'est là que Macron a eu une phrase, à mon avis, absolument juste et géniale. Depuis 2019 qu'il en parle. C'est pas nouveau chez lui. C'est pas le pire des présidents sur l'islamisme. Sarkozy a fait le Conseil français du culte musulman avec et pour les frères musulmans. Et j'avais échangé avec lui et Lefebvre, avec Rachid Kassi. Nous avions essayé de le convaincre que c'était une erreur. Hollande était totalement à genoux devant le Miligulush et les frères musulmans. Le Miligulush, c'est l'allié turc des frères musulmans. Il n'était absolument pas lucide sur ces questions. Ne parlons pas de Jospin, il y avait Chevènement un petit peu lucide, et surtout Pasqua, mais ils n'ont pas été très longtemps ministres de l'Intérieur. À part Pasqua et Chevènement, jusqu'à Darmanin et Retailleau et Macron, pendant 40 ans, 30 ans, à part quelques intermèdes de quelques années de Pasqua et de Chevènement, on a eu des gens, en gros, qui ont laissé faire. Kardawi, avec son livre qui incite à battre les femmes et à tuer les mécréants. C'est bien regrettable parce qu'on a perdu 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont fait un travail d'entrisme. Ce rapport, il est très bien, mais il arrive très tard. Et de toute façon, c'est le rapport de 2 ambassadeurs qui connaissent bien le Moyen-Orient, qui a été demandé par Darmanin et que tout le monde essaie de récupérer. Que ce soit Macron, qui a été jaloux que Retailleau le récupère. Alors il lui a rappelé que c'était lui déjà qui avait suscité des études là-dessus, ce qui n'est pas faux, avec la loi sur le séparatisme pour conforter les principes républicains. Retailleau, lui, il répond « Bah oui, mais vous n'avez pas fait grand-chose ». Darmanin, lui, il dit « C'est moi le premier qui ai commandé un rapport ». L'extrême droite dit finalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais en fait c'est un rapport de 2 ambassadeurs qui ne fait que 75 pages et qui ne fait que dire des choses que tous les services de renseignement disent depuis 40 ans. Moi je me rappelle, un de mes supérieurs quand j'étais au SGDN, qui était un détaché de la DRM, la direction du renseignement militaire, il me disait vous n'allez pas être heureux dans le domaine de l'analyse renseignement, tout ce domaine un petit peu information, intelligence, etc. Il me dit écrivez des livres, ouvrez-la, parce que vous allez finir déprimé. C'est un vieux, il allait prendre sa retraite, il me disait, on nous écoute jamais. On a alerté par on a plein de cellules d'analyse géopolitique, de renseignement, d'analyse de politique de la nation, comme le SGDN, des structures comme la DRM, Direction du renseignement militaire, jadis la DCRI, maintenant la DGSI. D'ailleurs, on a un rapport de la DGSI de 2018 qui est très documenté sur l'entrisme des frères musulmans. On n'avait pas besoin de ce rapport. En 2018, on a fait tout un ramdam sur le rapport de la DGSI sur l'infiltration des islamistes en France. Et on en a tous les ans des rapports publicisés, déclassifiés ou pas, qui disent à nos hommes politiques « agissez ». Couper les vivres de ces associations. Rien n'a été fait. Alors, si vous voulez, c'était un peu lassant. Moi, personnellement, je ne suis pas impressionné par ce rapport. Il y a même eu la fabrique de l'islamisme, de M. El Karoui, qui est un homme d'origine tunisienne, énarque, haut fonctionnaire, franco-tunisien, parce que sa mère est française, son père tunisien, arabophone, qui connaît très bien l'islam soufi, qui lui-même avait fait déjà un rapport pour la Fondation Montaigne, qui était très bien, très détaillé, où déjà on parlait de tout ça. Donc si vous voulez, c'est un peu lassant à chaque fois un énième rapport. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est empressé de dire, pour ma conclusion, M. Macron, au Conseil de l'Élysée, où il a voulu récupérer la chose, puisque c'était Retailleau. Retailleau était en train de récupérer le rapport, donc Macron a récupéré le dossier parce que c'est trop important électoralement. Macron s'est empressé de dire « Ne récupérez pas trop, attention, rappelez-vous de mon discours de 2020 qui a été très mal pris dans le monde musulman. Il ne faudrait pas que le monde musulman croie que l'on stigmatise tous les musulmans de France. » Et voilà, on revient à la case départ, alors qu'on doit assécher un mouvement islamiste qui fanatise nos musulmans, pas tous, mais certains de nos musulmans, et de plus en plus, on refait un coup sur le danger de l'islamophobie. Retour à la case départ, il ne va rien se passer. Le rapport intervient trop tard, parce que ce que j'ai constaté dans mes études sur les frères musulmans depuis des années, c'est que, et là c'est grave, aujourd'hui la doctrine des frères musulmans n'a plus besoin de l'organisation des frères musulmans qui a été très restructurée, qui est passée de l'Égypte au Qatar et ensuite du Qatar à la Turquie, à Amsterdam, à la Suisse, à la Suède, à Londres et à Dublin. Maintenant, les frères musulmans, c'est une organisation polycentrique, non hiérarchisée, qui n'est plus du tout égyptienne, qui est encore aidée par le Qatar, mais pas que, et qui a surtout une base en Turquie et beaucoup en Europe de l'Ouest, et même aux États-Unis.
Il y a au moins 3 grands lobbies américains, dont le CAIR, le Council of American Islamic Relations, aux États-Unis, il y en a 2 autres encore, qui ont des liens avec les frères musulmans. Les frères musulmans se sont démocratisés et aujourd'hui, les structures qui ont été créées par les frères musulmans s'émancipent de plus en plus de la hiérarchie et ils prennent même des imams qui n'ont pas été formés comme frères musulmans, mais qui ont lu les grandes œuvres des frères musulmans, qui elles-mêmes ont contaminé, par exemple, l'UNESCO des musulmans. L'ISESCO, c'est l'équivalent musulman de l'UNESCO. C'est une grande organisation qui a pignon sur rue, qui est diffusée par les réseaux des ambassades, les mosquées, qui a même été rédigée par des gens, y compris de El-Azhar, l'université islamique d'El-Azhar. Aujourd'hui, on a des documents comme l'ISESCO, qui sont totalement inspirés des frères musulmans, puisque Kardawi est cité comme l'une des références de ce fameux UNESCO des musulmans, avec un rapport qui a fait beaucoup de bruit, qui appelle en gros à la non-intégration et à la non-assimilation, et au séparatisme et au suprématisme islamique. Eh bien, on a des organisations importantes qui ont pignon sur rue, comme l'ISESCO, qui n'ont même plus besoin des frères musulmans, parce que les frères musulmans ont réussi à les inspirer sans même avoir de lien direct hiérarchique. Aujourd'hui, les frères musulmans ont gagné la partie. Quand je vais au Maroc ou en Tunisie, on me dit « la France est islamophobe » parce que vous parlez du voile. Les Tunisiens ne parlaient pas comme ça il y a 20 ans. En Turquie, on me dit la même chose. C'est les Turcs qui interdisaient le voile il y a 20 ans en Turquie. Aujourd'hui, ils disent « vous stigmatisez les musulmans avec les lois sur le voile ». C'est-à-dire que les frères musulmans ont gagné la partie. Ils ont paranoïsé les musulmans de France, enfin une partie, pas tous heureusement, et une grande partie du monde musulman. Quand vous allez en Égypte, les frères musulmans sont interdits. Mais ils ont gagné la partie. Toutes les femmes sont voilées, à part quelques libérales de bonne famille, très riches, etc. Ils ont gagné, ils ont réussi à réislamiser les clubs de foot, les associations, les syndicats, la vie politique. Tout le monde doit se montrer très très pieux, très puritain, alors que beaucoup pensent le contraire. Et donc déjà, c'est une victoire extraordinaire. C'était le but des frères musulmans, ne plus avoir besoin d'être là, que votre idée se répande, même si vous êtes mort. Et donc, le rapport arrive très tard. Il faudra 20 ans minimum et il faudrait que le monde musulman lui-même change pour que les musulmans de France ne soient plus contaminés par ce que Macron appelle le séparatisme islamiste, ce que moi j'ai baptisé dans un livre en 2002, un autre livre par rapport à ce que j'ai cité, le totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties. C'est une vision totalitaire, mais le totalitarisme, ce n'est pas forcément des chars et des bombes nucléaires. Le totalitarisme commence quand on veut englober, régir toute la vie privée et publique d'une société. Quand il y a une immixtion, quand on est dans l'englobant, c'est déjà un processus totalitaire. Et donc cet islamisme totalitaire a déjà remplacé l'islamisme de papa, comme dit, ou de maman, ou de grand-maman, comme dit Sonia Mabrouk, ou l'islam soufi, ou l'islam tout simplement de grands-parents, qui était un islam assez apaisé, qui s'occupait de religion et pas trop de politique. C'est fini ça. Aujourd'hui, l'islam dans les mosquées fait des revendications. C'est un islam revendiquant, qui veut plus de minarets, qui veut plus d'écoles, qui veut plus de lois, qui veut condamner les blasphèmes, qui veut faire taire ceux qui critiquent la religion, alors qu'en France, c'est tout à fait la loi. C'est un islam revendicatif. Et quand cet islam est revendicatif, qui ne se contente pas de demander des droits pour la prière et le culte, ça ce qui est tout à fait légitime, quand il demande des droits et des acquis sociopolitiques, c'est un islam qui est déjà celui des frères musulmans. Moi, je l'ai dit il y a des années, avec d'ailleurs l'imam Chalgoumi un moment, une autre fois avec d'autres acteurs de l'intégration en France, notamment Rachid Kassi, avec qui j'avais créé à l'UMP et à la droite libre, qui voulait justement parler beaucoup de ces questions d'intégration, libéralisme économique, mais aussi intégration républicaine. Et nous avions proposé une charte des musulmans de France avec des musulmans. J'étais le seul non-musulman, parce que c'est important que ce soit les musulmans qui portent ça. Cette charte des musulmans de France, nous l'avions montrée à plusieurs hommes politiques et nous expliquions qu'il était urgent de faire quelque chose d'extrêmement simple. Reprendre le contrôle de l'islam de France, non pas avec la fliquisation de l'islam, ce que répondent bien sûr les wokistes et les gauchistes et les LFistes. Oui, vous voulez enrégimenter l'islam de France, ce serait l'islam policier, etc. Pas du tout. Il faut que l'islam de France soit représenté par des musulmans nés en France, par des musulmans de France, qui n'obéissent pas à l'agenda d'une organisation salafiste, islamiste ou miliguluche turque ou pakistanaise, des hauts-bandes. Il y a plein d'organisations pakistanaises, turques, qui ne sont pas mieux que les frères musulmans, qui ne sont pas plus favorables à l'intégration. Il ne faudrait pas non plus fixer que sur les frères musulmans. Le danger de ce rapport, c'est de faire croire qu'il n'y a que les frères musulmans. Alors si on interdit l'UOIF, qui s'appelle maintenant Musulmans de France, tout irait bien. Non.
Le Maroc a un jeu très trouble. Le Maroc n'a pas un jeu d'intégration-assimilation. Le Maroc a un islam marocain. Déjà, ce n'est pas satisfaisant quand vous avez un islam qui est lié à un pays. L'islam doit être l'islam des Français, avec leur nouvelle réalité de jeunes de France. Un islam turc, c'est pas mieux qu'un islam frère musulman. Surtout si c'est le Millî Görüş, l'organisation ultra-intégriste qui a formé Erbakan, l'ancien Premier ministre très radical islamiste qui a formé lui-même Erdogan, que ce soit les Barelvi, c'est une organisation pakistanaise extrêmement intégriste qui prône le séparatisme total, ou alors le mouvement Tabligh d'origine indo-pakistanaise qui est très prosélyte, qui fait beaucoup de démarchage. On les appelle les témoins de Jéhovah de l'islam parce qu'ils font du démarchage carrément dans votre cité. Ils tapent à la porte tous les jours pour essayer de vous parler, etc. Il y en a plein d'autres que les frères musulmans. Moi, j'ai appelé ça les pôles de l'islamisme radical, ou intégriste ou totalitaire, on l'appelle comme on veut. Moi, je dirais plutôt totalitaire. Il y a l'indo-pakistanais, Tabligh, Deoband, Barelvi, qui ont une vision extrêmement communautariste et anti-intégrationniste et ultra-passéiste, avec l'idée de vivre un peu comme à l'époque du prophète. Et là, ils rejoignent, même s'ils sont opposés, ils ne peuvent pas se voir, ils rejoignent les salafistes, qui eux ont un islam des salafs. C'est l'islam des gens qui étaient contemporains du prophète Mohammed, et il faut vivre comme eux, avec les mœurs de la même époque. Donc bien sûr, là, on est dans le puritanisme et l'intégrisme absolu, même si je préfère le mot totalitaire à intégriste. C'est pas mieux que les frères musulmans, les salafistes et les mouvements indo-pakistanais. Après, on a les Turcs dont on a parlé. On a aussi, bien sûr, les Marocains dont on a parlé, et les Algériens, puisque l'Algérie, depuis Bouteflika, est devenue un pays beaucoup moins laïque. Il était très laïque. Les Algériens ont les imams les plus laïques encore aujourd'hui en France. Ce sont les Algériens pratiquement tout le temps pas les plus laïques, mais les plus favorables à la République laïque. Mais même l'Algérie commence à être contaminée, puisque pour faire la paix avec les djihadistes, Bouteflika et son successeur Tebboune, depuis donc la fin des années 90, ont laissé rentrer dans la société algérienne et l'État algérien des représentants de l'islam politique, salafiste ou frériste. Donc, si vous voulez, dès qu'un islam est lié à une organisation comme les frères ou les salafs ou les déobandes ou le tabligh, ou un État comme le Maroc, la Turquie, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui vous voulez, ou le Pakistan, ça ne peut pas aller. Parce que qu'il soit totalitaire islamiste ou qu'il soit nationaliste marocain ou turc, dans les deux cas, ils n'ont pas intérêt à ce qu'un jeune qu'ils veulent conserver, congelé dans leur identité, s'intègre. Un Turc, il a intérêt à ne pas être intégré, puisque pour Erdogan, ça fera un électeur. S'il reste musulman, très islamiste et turc, il va épouser une vierge du bled. Il ne va pas être opposé une mécréante qui était à l'école de la République. Parce que pour eux, même la Turque qui est née ici, elle est un peu douteuse, elle a pris des mauvaises habitudes. Donc il va rester endogame. Et s'il reste endogame, il va garder la nationalité turque pendant 10 générations. Puisqu'à chaque fois on se marie avec quelqu'un du bled, c'est malin. Donc du coup, ça va faire des électeurs, et on sait que les électeurs turcs ou tunisiens ou marocains ou autres à l'étranger, souvent, sont plus islamistes que ceux du pays d'origine, très souvent. Donc si vous voulez, que ça soit des logiques nationalistes, impériales, irrédentistes, ou des logiques islamistes de grande organisation totalitaire, dans les deux cas, si on laisse nos musulmans dans les mains de ces pôles, ce que j'appelle les pôles étatiques ou institutionnels de l'islamisme mondial, il n'y aura pas d'intégration et il y aura de moins en moins d'intégration. J'ai même analysé un phénomène que j'ai appelé la désassimilation, car la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de nos compatriotes d'origine musulmane sont assimilés. Mais on leur dit que c'est un péché. Ils sont assimilés, mais on leur dit « et honte d'être assimilable, et honte d'être intégré au sens assimilation. Tu es en train de trahir tes ancêtres et ta religion, désassimile-toi ». Les djihadistes disent le désavouement, les islamistes moins djihadistes, les frères musulmans ou les salafs leur disent « sépare-toi symboliquement du mécréant, par le voile, ta sœur n'aura plus de contact avec le mécréant puisqu'elle sera entièrement couverte, par le halal, tu mangeras plus avec eux ». Tu mangeras différemment dans un autre endroit. Par le repli communautaire, les clubs associatifs de sport, tu feras plus du sport avec eux, ce sera du sport entre musulmans. Finalement, du matin au soir, tu ne verras que tes frères. Tu seras coupé d'eux. Et donc ça, c'est extrêmement inquiétant parce que ça va faire des sociétés à deux vitesses. Rien n'a été fait depuis 40 ans pour juguler ce phénomène. Ce rapport n'est qu'un énième rapport qui arrive trop ou très tard. Les services de renseignement, je le répète exprès, que ça soit externe, interne, militaire, policiers, il y a plein de cellules. Depuis 40 ans, on fait des milliers de notes et de rapports et d'alertes que, moi je me rappelle quand j'étais au SGDN, les notes que nous faisions, la plupart des grands dirigeants
les grands ministères régaliens, l'Élysée, le Matignon les recevaient. Mais on n'était rien, une goutte d'eau par rapport à d'autres entités, encore plus renseignement, intelligence. Donc aucun dirigeant peut vous dire sans mentir qu'il ne savait pas quoi faire depuis, j'ose dire, les années 80. Les affaires du voile à Créteil, c'est 1989. Mais ce n'est pas arrivé d'un coup. Des jeunes filles à moitié kabyles, à moitié juives, embrigadées par le MRAP et les frères musulmans, c'est une sorte de collaboration entre communistes et fréristes. Elles sont envoyées foutre le boxon dans un lycée pour faire la première histoire du voile islamique. Il y en a qui croient que ça, c'est venu d'un coup, naturellement, des filles qui ont voulu se voiler. Mais non, c'est des parents qui les ont embrigadées, parce que c'était un coup. C'était la stratégie du test. Déjà, les frères musulmans, alliés à une partie de l'extrême gauche, avaient compris qu'ils pouvaient foutre le boxon dans la République. C'est pour ça que les trotskistes les aidaient. L'affaire du voile islamique, c'est quand même quelqu'un qui est un ancien trotskiste, membre du MRAP, organisation antiraciste communiste, qui reprend un agenda frères musulmans, et en collaboration avec des frères musulmans, on envoie des filles converties, voilées, déstabiliser un lycée. Ça n'est même pas commencé avec des migrants. Elles étaient à moitié juives, ces jeunes filles converties. Donc vous voyez bien, il y a eu un travail de déstabilisation qui a été fait. Nos services de renseignement à l'époque ont totalement alerté. Rien n'a été fait. En gros, les mesures, ce serait une charte de l'islam de France où on dit tout ce qu'on ne peut pas accepter dans la charia. C'est ce que nous avions fait dans la charte que j'avais proposée avec Rachid Kassi. Tout ce qui dans la charia est nuisible, contrevient à notre droit et à nos valeurs fondamentales, ne sera tout simplement pas accepté. Mais ça ne dérange pas les musulmans croyants, puisque l'imam Boubacar, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était un Algérien, la mosquée de Paris, avant que ça soit reprise par des gens un peu plus douteux, la mosquée de Paris était un pôle d'excellence et de modération. Il est encore mieux que d'autres pôles, mais il s'est laissé infiltrer un peu ces derniers temps. Mais Boubacar, Dalil Boubacar, le recteur de la mosquée de Paris, me disait souvent 5 piliers. Pour être un bon musulman et pour se sentir reconnu dans la République, un musulman a besoin de pratiquer les 5 piliers de l'islam, l'aumône, la prière, s'il peut un jour, le pèlerinage de la Mecque, le ramadan. Mais il me disait tout ça peut se faire très discrètement, sans revendication politique, sans piscine séparée. C'est pas vrai qu'il y a besoin de dimension politique pour être un bon musulman. S'il a le droit à prier, à avoir un cimetière séparé, s'il a le droit à faire sa nourriture comme les juifs avec la cacheroute, sans que ça s'impose au lieu public, etc., pas de problème, quand la religion reste du domaine privé. Et donc cette charte des musulmans permettait de séparer ce qui dans la charia est acceptable, ce qui ne l'est pas. Et deuxième volet, ne pas autoriser toute mosquée, toute association islamiste et tout imam qui soit lié à ce que j'appelle les pôles de l'islamisme radical. Et c'est pour ça qu'il faut dépasser le rapport, pas uniquement ce rapport sur les frères musulmans. Les frères musulmans ne sont qu'une partie de l'islamisme radical. Je rappelle qu'il y a le Mili-Guluch, les mosquées turques consulaires, l'islam marocain, l'islam pakistanais, le tabligh, les déobandes et bien sûr les salafistes officiels. Il n'y a pas que les djihadistes, il y a les salafistes saoudiens formés à la Mecque, à Médine, avec un islam extrêmement handbalite, extrêmement radical. Peut-être c'est très bien en Arabie Saoudite, mais ce n'est pas compatible avec l'Occident. Il faut savoir que la LIM, la Ligue islamique mondiale, qui est un des pôles de l'islamisme mondial, totalitaire, a 3000 mètres carrés à Mantes-la-Jolie et 2500 mètres carrés à Bruxelles. Ils ont les plus grandes mosquées d'Europe. Dans les capitales européennes, les plus grandes mosquées, c'est des mosquées salafistes, liées à l'Arabie Saoudite et au wahhabisme. Alors la bonne nouvelle, c'est que MBS, le patron de l'Arabie Saoudite, le prince héritier, a demandé à la Ligue islamique mondiale, qui pendant des années a développé le venin, l'idéologie islamiste salafiste, il a demandé d'arrêter de faire de la promotion du salafisme à l'extérieur. Il a demandé aussi de faire des manuels scolaires, parce que souvent la Ligue islamique mondiale donne des manuels à la Belgique, parce qu'en Belgique c'est un islam concordataire, payé par l'État. Donc il y a des alliances, et la Belgique a demandé au Maroc et à l'Arabie Saoudite depuis des années d'aider à faire les manuels scolaires pour les musulmans, les manuels d'éducation religieuse. Donc vous voyez bien que si on ne s'attaque pas à la Ligue islamique mondiale, à l'islam marocain, l'islam turc, si on ne fait pas un islam totalement étanche de ces intérêts des pôles islamiques mondiaux totalitaires, ça ne servira à rien. C'est un énième rapport. Et de toute façon, comme la plupart des imams frères musulmans nient être frères musulmans, ils ne sont même pas membres d'une structure des frères musulmans, comment vous allez les interdire? Donc l'interdiction ne peut être que sur la base d'une régulation des mosquées, du financement et des enregistrements des associations islamiques, qu'elles soient frères musulmans ou pas. Il faut pas axer sur une organisation, mais sur une idéologie. Et il faut interdire l'idéologie islamiste. Et c'est facile de savoir ce qui doit être interdit. C'est tout ce qui est contraire à l'ordre
républicain, occidental, démocratique, c'est-à-dire tout ce qui dans la charia permet la violence, les inégalités et les infériorités. Si les pouvoirs publics ne font rien, et je le disais déjà, c'est pas pour radoter ou pour ramener à moi, hein, mais certains experts, là j'ai vu récemment sur Internet, disent qu'ils ont compris avant tout le monde le danger de l'islamisme et des frères musulmans. On les entend depuis 2020. Moi personnellement, en 1997, dans mon premier livre déjà, je disais « Si nous laissons faire ces propagandistes islamistes à Lyon, à Paris, à Lille et dans tous les autres pays d'Europe, parce que j'avais fait un tour de tous les pays d'Europe avec en gros un bilan de l'avancée de l'islamisme radical et de leur infiltration dans tous les pays d'Europe, dans 40 ans, ce sera presque une situation de non-retour, parce qu'à un moment, c'est l'ancien patron de la DGSE, Brochant, qui est resté le plus long patron de la DGSE pendant 8 ans, qui a fait un article dans Le Figaro mémorable sur l'immigration. Et j'en avais parlé avec lui, j'étais le voir un jour à Cannes, c'était très intéressant. Il me disait, à un certain moment, le phénomène migratoire devient incontrôlable car il est auto-alimenté. À un moment, il y a un effet boule de neige, vous ne pouvez plus enrayer la situation, ça devient de plus en plus douloureux, il y aura de plus en plus de casse quand vous voudrez arrêter le phénomène parce que la boule de neige est de plus en plus lourde et massive. Et c'est plutôt une boule de fer qu'une boule de neige. Et donc, c'est pareil pour l'islamisme. Plus le phénomène est ancré, plus il est auto-alimenté, puisque, comme je le répète, si on interdit aujourd'hui les frères musulmans, leur idéologie a déjà gagné une partie de l'islam normal. Même la mosquée de Paris, dit le rapport, commence à être contaminée, elle est moins anti-frères musulmans qu'avant. Donc, il faut agir sur l'idéologie, l'éducation nationale, l'éducation religieuse, les manuels scolaires, la labellisation des imams, ce qu'a commencé Macron. Mais il a fait un travail formidable qu'aucun autre président n'a fait avant lui. Par contre, il n'est pas allé jusqu'au bout. Tout ce qu'a fait Macron depuis sa loi sur le séparatisme et conforter les principes républicains, on a expulsé 7 ou 8 imams. Moi, j'ai calculé, sur les 3000 mosquées et 2000 réelles mosquées en France, 3000 lieux de culte, à peu près entre 800 et 1000 sont contrôlés par des gens qui ont un islam hostile aux valeurs de la République. Et souvent, ils ont les plus grands lieux de culte. Les salafistes et les frères musulmans ont souvent les plus grandes mosquées et aussi le Mili-Gurush. Quand je dis salafistes, je parle de la Ligue islamique mondiale. Je ne parle pas des salafistes, les groupuscules comme Force Al-Izzan, etc. Le verre est dans le fruit et on est à J-2. À un moment, ça va être irréparable parce qu'on aura une communauté qui s'auto-alimentera. C'est comme l'Inde. L'Inde aimerait ne pas avoir d'islamistes. Mais la masse d'Indiens musulmans en Inde fait que l'Inde, malgré les nombreuses années de pouvoir du BJP, le parti anti-islamiste au pouvoir en Inde, il n'arrive pas à désislamiser la communauté musulmane qui a été reprise en main par des mouvements comme les Déobandes, le Tabligh, les Barelvi, les mêmes qu'on retrouve en Angleterre ou en France. La masse est auto-alimentée. À un moment, vous ne pouvez plus rien faire. Et vous ne pouvez pas non plus déporter des gens, les massacrer, bien entendu. J'espère que Modi ne le fera jamais parce qu'il est assez radical. Mais à un moment, vous êtes à un point de non-retour où vous serez obligé d'accepter un communautarisme. À un moment, c'est ce qu'avait dit un analyste américain, à un certain point de non-retour, il n'y aura que 2 solutions, soit un carnage, avec une volonté de reprendre en main, mais ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable, soit on accepte de faire des concessions et il y aura un communautarisme. Donc plus le temps passe, plus c'est comme pour la récupération des quartiers tenus par des voyous, plus le temps passe, plus il y aura besoin de casse pour récupérer des zones où il y a une absence de souveraineté française et de valeurs occidentales. Plus ça passe, plus c'est douloureux, plus ce sera compliqué et plus ce sera difficile de revenir en arrière parce que l'ennemi, entre guillemets, sera installé, il sera respectabilisé. Il a des juges avec lui maintenant, il a des avocats qui font partie de ces mouvances, qui vont très très bien plaider, très bien former. Il y a toute une nouvelle élite française qui a votre passeport, parfois même des préfets, des sous-préfets, des directeurs d'administration, des directeurs pénitentiaires, voire même des partis politiques qui, pour des raisons électorales, leur servent la soupe, comme le LFI. Et donc tout cela est extrêmement sismique. Et donc je pense que c'est peut-être pas trop tard. Je ne suis pas fataliste, je ne suis pas gaulliste, mais gaullien. En tant que gaullien, qu'avait de bien dans De Gaulle, c'est le message bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était moins bien en 62. Mais le message de Gaulle de la résistance, c'est en gros, il n'y a pas de fatalisme. Même quand on est au fond du trou. Donc on va y arriver, on peut reprendre en main la France, on peut réussir l'intégration avec nos frères, compatriotes musulmans, que moi je n'ai jamais considérés comme tous pareils. Je ne pense pas que c'est une fatalité. Il existe un autre islam que l'islam communautariste paranoïa. Et d'ailleurs, si j'étais musulman, moi ça ne me plairait pas cet islam qu'on leur propose. Un islam pleurnichard où on est tout le temps victime, c'est pas très valorisant. D'ailleurs, les musulmans croyants que je connais, des vrais croyants,
mais qui ne sont pas dans les griffes des frères musulmans, ils me disent, moi je ne suis pas un pleurnichard, je n'ai pas à dire que je suis victime tous les jours, à moi de me faire accepter, à moi de me faire reconnaître pour mes compétences. Donc je ne désespère pas de tant de musulmans qui ne sont pas dans ce discours pleurnichard victimiste, mémoriel victimiste, on est toujours victime des méchants islamophobes qui grouillent partout. Ils agressent personne apparemment les islamophobes, hein, parce que ça se saurait s'il y avait des carnages de musulmans. Et j'en passe. J'en profite pour dire en passant que l'homme qui a tué un musulman dans une mosquée, ce n'était pas un Français de souche ou d'extrême droite ou macronien ou Darmanin ou retaillotiste, c'était un Bosniaque d'origine musulmane. Donc arrêtons avec ce piège de l'islamophobie qui est le carburant de l'islamisme.